Bonjour à toutes et à tous. Réchauffement climatique ou lutte contre la pandémie, politique monétaire, migratoire, sécuritaire. Les universitaires et les chercheurs sont de plus en plus amenés à prendre la parole sur les enjeux du moment dans l'espace public, non seulement en tant que citoyens ou que militants, mais aussi spécifiquement en tant que scientifiques ou savants. Ils et elles sont invités à prendre la parole par les journalistes d'abord, toujours en quête de témoignages experts, sont confrontés aussi à une demande sociale croissante du public, qui s'exprime en même temps qu'une certaine défiance, paradoxalement, vis-à-vis de la science, et parfois convoqués ou invités à la parole par les responsables politiques eux-mêmes, du moins lorsque les discours de la science leur paraissent pouvoir leur être utiles. Ils ou elles sont également de plus en plus prompts, semble-t-il, à prendre de leur propre initiative la parole dans l'espace public, dans les médias, sur les questions du moment, du fait d'abord d'une facilité d'accès croissante aux moyens de communication, en particulier numériques, aux réseaux sociaux notamment, qui permet une intervention directe, immédiate, mais aussi, dans une certaine mesure, sous leurs propres conditions, à la conversation publique. Et aussi, sans doute, parce que la prise de la parole médiatique s'accompagne d'un certain nombre d'avantages, parfois symboliques, sinon matériels, qui peuvent s'ajouter ou parfois rivaliser avec les avantages plutôt déclinants qui sont attachés à la carrière scientifique. Ce phénomène donc a des causes plurielles, il a aussi des effets pluriels, à la fois sur la dynamique et la vie du débat public, et puis de l'autre côté sur la dynamique et la vie, l'organisation du monde scientifique, et notamment sur ce que l'on appelle désormais l'intégrité scientifique. Comme Stéphanie Ruffy vient de l'expliquer, c'est l'objet du colloque. Et cette première session s'intéresse à une difficulté particulière soulevée par ce phénomène, en tout cas son caractère croissant, à savoir l'identification des principes régulateurs, principes juridiques ou principes déontologiques, qui pourraient ou devraient guider la prise de parole des scientifiques dans l'espace public. Quelle est la nature de ces principes ? Peut-on, au-delà d'un certain degré de généralité, en tirer des règles ou des standards plus ou moins contraignants ? Et est-ce seulement souhaitable ? Alors la parole publique des chercheurs relève ordinairement de deux régimes. Elle est régie tantôt par la liberté d'expression, dont disposent tous les particuliers pour faire connaître leurs opinions, et tantôt par la liberté académique, dont ils jouissent en raison, cette fois, de la fonction spécifique de la profession qui est la leur. La liberté d'expression, donc liberté de communiquer idées et opinions sans être abusivement censurées. La liberté d'expression est une liberté de tout citoyen, de tout être humain. Par contraste, la liberté académique est attachée à une profession spécifique. Elle est justifiée comme une condition nécessaire de l'activité de certains seulement, et sa nature, son interprétation, est dictée en conséquence par les exigences propres du travail scientifique. Recherche méthodique de la vérité et transmission des savoirs qui sont produits par cette recherche. Alors, ce partage, assez souvent admis, entre deux libertés d'expression, d'une part, académique, d'autre part, est souvent rapporté à l'écart qu'il y a ou qu'il y aurait entre une prise de parole dans les murs de l'université, des établissements de recherche, des journaux scientifiques, du Collège de France, et puis de l'autre côté, une prise de parole hors les murs, dans l'espace public, dans les médias, face à d'autres types de publics profanes. Mais c'est cette démarcation justement qui se trouve considérablement brouillée lorsque les scientifiques interviennent en tant que scientifiques dans l'espace public face à ces autres publics. C'est-à-dire lorsqu'ils sont identifiés par les journalistes et que leur présence est justifiée par les journalistes, ou lorsqu'ils s'auto-identifient et justifient eux-mêmes leur présence par leur statut de sociologue, de climatologue, d'historien, d'épidémiologue ou même, pourquoi pas, de philosophe. C'est une démarcation qui est encore un petit peu plus brouillée, il me semble, lorsque ils et elles se présentent eux-mêmes ou sont présentés non seulement comme des savants, mais en fait comme des experts. C'est-à-dire ni comme des citoyens, ni réellement comme des scientifiques. Si on veut bien admettre, ce qui me paraît assez clair, que l'expertise est autre chose que la recherche scientifique, un autre type d'activité qui suppose notamment la traduction de savoir scientifique dans un discours qui soit pratiquement utile à la prise de décision ou à la formation de l'opinion. Donc cette incertitude propre à la prise de parole des chercheurs dans l'espace public est d'autant plus problématique, évidemment, lorsqu'on est confronté, comme ça a pu être le cas dans le contexte de la pandémie notamment, à des dérives manifestes. Donc lorsque certains s'autorisent de leur titre universitaire, par exemple, pour propager de faux savoirs, ou se revendiquent de l'autorité associée à leur établissement de recherche d'appartenance,
pour se prononcer sur des questions qui sont en réalité absolument en dehors de leur champ de compétences spécifiquement scientifiques. Alors là où la liberté d'expression est en jeu, il n'y a pas de contrainte qui s'exerce sur la nature de ce qui est dit, en dehors des limites fixées par la loi, bien évidemment. Dans les limites légales, chacun peut dire absolument ce qu'il veut dire. C'est le principe même de la liberté d'expression. Il en va sans doute différemment dans le cas de la liberté académique, puisque c'est la liberté de pratiquer un certain type d'activité qui ne couvre donc pas, qui ne s'étend pas aux comportements qui viennent violer les normes constitutives de cette activité. La liberté académique ne s'étend évidemment pas à la falsification des résultats, au plagiat ou à la dissémination intentionnelle de faits alternatifs. Donc, de ce point de vue-là, on mesure bien l'importance qu'il y a à distinguer entre ces deux libertés d'expression académique. Et en même temps, même là où la liberté académique fait l'objet d'un usage abusif ou est invoquée à tort, on peut penser qu'il est périlleux de vouloir contrôler ou réguler plus étroitement les prises de parole des scientifiques dans l'espace public. Si l'on met de côté les cas les plus manifestes de mauvais comportement, de falsification, disons, qui sont relativement aisés en fait à dénoncer une fois qu'ils ont été identifiés, si on met de côté ces cas les plus manifestes, il me semble que les écarts par rapport aux normes constitutives de la recherche, les écarts par rapport aux exigences méthodologiques fondamentales, sont assez souvent difficiles à évaluer. D'abord parce que ces normes constitutives, ces méthodes font elles-mêmes l'objet de controverses au sein de la communauté scientifique, nous ne sommes pas toujours d'accord, loin s'en faut. Et ensuite parce que même là où les normes sont relativement consensuelles, leur mise en œuvre est toujours difficile, et nous savons tous qu'elles sont souvent assez imparfaites, qu'elle est souvent assez imparfaite, cette mise en œuvre. Donc pour prendre juste un exemple, je pense que nous sommes tous conscients que nous pouvons glisser, sans le vouloir et sans nous en apercevoir, de l'affirmation explicite d'un jugement de fait à l'introduction implicite d'un jugement de valeur, sans reconnaître le rôle qu'il joue dans le discours ou dans le raisonnement que nous proposons. Du coup, vouloir préserver les conditions de l'intégrité scientifique en se donnant des règles contraignantes, ou même en se donnant des standards souples, mais qui sont toujours susceptibles un jour plus tard d'être rendus plus rigides et de devenir plus ou moins contraignants, faire cela, c'est aussi courir le risque de menacer la liberté académique. Donc telles sont les principales difficultés dont nous allons parler pendant cette session, autour donc de trois questions que je peux résumer ainsi. D'abord, premièrement, quand est-ce que la prise de parole publique des scientifiques relève de la liberté d'expression et quand relève-t-elle de la liberté académique? Deuxième question, dans quelle mesure les responsabilités associées au statut et à la profession de chercheur ou d'universitaire, dans quelle mesure ces responsabilités, donc notamment celles liées à l'intégrité scientifique, peuvent-elles s'étendre à leurs interventions publiques? Troisièmement, cette parole scientifique dans l'espace public peut-elle être réglée par des règles ou des standards sans que l'une ou l'autre de ces deux libertés ne soit menacée? Telles sont donc les questions que nous avons posées à nos trois intervenants, que je remercie très vivement pour leur présence et que je présenterai au fur et à mesure, mais dont je vais tout de suite annoncer l'ordre. Adrienne Stone, qui se joint à nous depuis Melbourne, Olivier Beau et Yves Gingras. So Adrienne Stone is a professor of law at the University of Melbourne. She has published many books and articles on academic freedoms and freedom of speech. She has recently co-edited the Oxford Handbook of Freedom of Speech, and she has also published last year with Caroline Evans a book entitled Open Minds, Academic Freedom and Freedom of Speech. Adrienne, thank you so much for being here with us this morning, or this evening for you. Just let me know when you want me to change the slide, and the floor is yours for around 15 minutes. Thank you so much. Thank you so much, Professor Girard. Thank you for the lovely invitation and introduction, and also for the indulgence of allowing me to participate in English. I'm so sorry that I'm not sufficiently competent in French to address you all in your language. I'm very pleased, however, to have the opportunity to speak to you today about topics that I think are very important in the life of any healthy and democratic society, and that is in particular the nature and extent of academic freedom.
As Professor Girard mentioned, my remarks today draw upon a book that I published last year with a co-author, Professor Carolyn Evans, the president of Griffith University. And if I perhaps could have the next slide, which displays the book. We were drawn to write this work because of a number of controversies that had arisen in Australia and elsewhere arising on university campuses, some of which involved outspoken academics or other academics speaking publicly. Now, our instinct was that there was a confusion in this debate, and specifically, there was a confusion between the values of academic freedom and freedom of speech. Freedom of speech was the value that tended to get more attention, and academic freedom was often overlooked. So the point of the book was to disentangle these concepts and to rescue academic freedom from this confusion. So we begin, one of the central questions of the book is actually to understand what academic freedom is, and perhaps I could have the next slide. Now, the answer to this question requires a real deep dive into the history of universities, as the principle of academic freedom are principles developed over a long time within the self-governing communities of universities. But when you boil it down, I think it is susceptible to relatively simple statement, which I have attempted to capture here. Academic freedom, a claim for academic freedom is a claim that academics personally and some others engaged in academic inquiry are entitled to certain privileges and freedoms not available to others, including other members of the university community. As commonly understood, the core activities to which academic freedom applies are research, publication, and teaching. But academic freedom also entails a freedom to speak publicly on matters related to teaching and research and to criticise university governance. And that last point is often divided into the idea of extramural expression, speaking publicly about your teaching and research, and intramural expression, speaking publicly about your university. And it is on extramural speaking that I will focus today, as it is most relevant to the themes of today's panel. But before I go on to do this, I need to detain you for just a moment more with preliminary concepts. If I could have the next slide, please. Key to understanding the argument I'm going to make today is to understand the difference between academic freedom and freedom of speech. These are both important principles within the university, but they are separate ones. So as I understand them, academic freedom are those principles that arise from and protect the core social mission of a university of advancing and disseminating knowledge. I think I might need the next slide, please. I'm so sorry. Do go back, Charles. I'm sorry, I just one before. Freedom of speech, on the other hand, responds to the fact that that universities are, in addition to being institutions that have a mission of advancing teaching and research, in addition, they are institutions of civil society. And as such, they are a location in which the politics of the society at large also occurs. And so it is important to note that expressive activity by professors and on university campuses may take one or two of two forms. It may be academic expression that is within the realm of academic freedom, and that will most obviously be the case when it takes place in the course of teaching and research. Or it may be expression that occurs within the context of ordinary political activity that may happen in universities. A paradigm example would be a speaker coming from outside the university to, for example, address the student body. Now, I think if we
focus on the difference between academic freedom and freedom of speech, we can get a much more secure handle on the principles that apply when we consider the topic before us today, which is to what extent are professors bound by principles of academic freedom when they speak publicly. Now, it follows from what I have said that when professors speak publicly, they may do so in several modes. And I would propose that it is useful to think about academic public speech as taking place in one of three modes. If I could have the next slide, please. So I would suggest that in many circumstances, and the clearest and easiest to deal with circumstance, scholars may be acting in the mode which I have described as the professor. That is, they are acting in a traditional academic mode, both within and without the university, and that they are speaking as an expert within the norms defined by academic disciplines. But academics, of course, do much more than this. And you will also have instances of professors speaking publicly as public intellectuals. That is, they will be engaging in public discourse on matters of politics, public policy, political and personal morality, religion and culture, amongst many other things. In my own field, to give you an example, professors of constitutional law do much more in public than speak about the details and the interstices of constitutional law. They are frequently involved in much broader public policy debates, as for example, I am today in discussing with you academic freedom. And lastly, I propose that there are circumstances in which we should conceive of a professor acting in the public sphere as acting in the mode of professor as activist. And I do not mean by labelling it in this way to impart any sense of disappropriation, of disapprobrium in doing so. This is a time-honoured form of academic engagement in which scholars may, especially including over the course of a career, pursue a specific political or social agenda. I have colleagues, for example, who have devoted their academic life to pursuing ideas of integrity in government, for example, by pursuing the idea of transparency in the way elections are funded, to give you just one example. Now, once we understand that professors act in these three modes in public life, then the questions of how they are limited, of how their rights are limited, I think comes into clearer view. And I can respond in particular to those questions that were put to me today. Now, perhaps I could have the next slide to explain. It is important to realise that academics always, and in all cases, are acting subject to limits. Academic freedom is not a free-for-all. There is, in rare cases, a harm principle that applies to limit academic freedom. That is, for example, why we have research ethics. But I want to leave that aside today because it seems to me that it is not the most important focus of our conversation. More significant, I want to say, is that in all cases, in all three modes of interaction, professors speaking publicly are to be regarded as bound to adhere to the standards and methods of their disciplines. That is because academic freedom, or rather academic inquiry, pursues knowledge in quite distinctive ways that is through the time-honoured methods and standards of disciplinary inquiry. Now, these vary from discipline to discipline, but common amongst them are requirements relating to evidence and reason giving. And in my view, academics speaking publicly need to adhere to these standards in the way that they communicate their ideas. Now, in saying this, I am definitely not saying that all public speech by academics, including as public intellectuals and activists, needs to take the form of formal academic discourse. Nothing could be more boring apart from ineffective.
But the skill of public engagement as a professor is to be able to communicate broadly while at least maintaining some fidelity to and showing faithfulness to requirements of truth, evidence, and reason giving. Now, this has important consequences, especially for professors acting in the mode of public intellectual and in the mode of professor and activist. Let me address the position of the public intellectual first. The public intellectual, of course, may engage in ways that are publicly accessible, but it is very important to understand that if one holds oneself out as a professor and makes an appeal to authority by virtue of one's academic standing, that one should do so in matters that at least have some plausible relationship to one's expertise. Now, in my view, we can conceive of that relatively broadly, and especially in the social sciences and the humanities, but not only in the social sciences and humanities, we would expect that professors can claim some expertise beyond the precise subject matter of their scholarly work and may, for example, explore its political, social, and cultural implications. But I do think there is an obligation, if we are speaking as professors, to show some relationship between the matter on which we are speaking and our expertise. Let me also then say that I think that this has significant consequences for the professor acting as activist. Now, the professor acting as activist is straying into the political domain, and I'm comfortable with that. However, it seems to me that some behaviours which are acceptable in politics generally are not acceptable for the professor activist. So, for example, in politics more generally, strategic decisions may be made which involve the suppression of one's real views and occasionally expressions of views that one does not hold. Precisely because acting in a political mode, we might be playing a longer game and seeking an outcome which justifies that kind of strategic choice. In my view, that is not ethically open to the professor acting as activist. It is consistent with the fundamental mission of universities that professors might engage in ways that are directed to a particular social or political end, but their overriding obligation is to the truth, and they must not contravene that even in ways that might be acceptable in other forms of politics. So let me conclude by saying let me conclude with a few remarks. There is nothing in my view that prevents professors going beyond the three modes of engagement that I have articulated here. But when they do so, they're not doing so as professors. If I choose to speak publicly on a matter that has no possible relationship to my area of expertise, then I cannot, in my view, claim the protection of academic freedom. I'm acting as a citizen and I'm relying upon my general free speech rights. If I engage in politics as an activist in ways that go well beyond the limits that I have described, that is open to me, but it is not open to me as a professor, and it is not open to me, therefore, to rely on the special protection of academic freedom. So these are the boundaries of academic freedom when in public mode, as I see them. And I should say, in insisting upon this curtailment of the academic role in public, I do hold views that are often not popular with academics and also run counter to the tradition of academic freedom in the United States. In that tradition,
there is a general acceptance that academic freedom entails a right to speak out on any matter whatsoever, whether or not it is connected to one's academic expertise. Now, in my view, that reflects the dominant overhang of the law of the First Amendment, a constitutional protection of freedom of speech in the United States, which has a character not shared elsewhere. It also, in my view, is undesirable for the role in which it casts academics. The idea that academics as professors can speak out on with expertise and authority on any matter whatsoever could only be justified by presupposing that we have some superior moral ability not shared with the rest of the population. And I think that that is an idea that ultimately will bring the academy into disrepute, and it will do so at a time in the life of democracies in which the independence and integrity of universities and their academics is all the more important. So I insist on these limits because I see them as essential to the health of the academy, of the university, and of the democracies in which we are all citizens. Thank you very much. Thank you very much, Adrienne. I hope you heard the applause. Nous allons écouter les 3 interventions à la suite et on ouvrira ensuite le temps des questions. So we'll hear the other speakers and we'll have the questions and discussion at the end, Adrienne. Thank you so much. Alors, Olivier Beau est notre prochain intervenant. Il est professeur de droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas et l'un des rares spécialistes des libertés universitaires et de la liberté académique en France. Il a notamment publié à ce sujet « Les libertés universitaires à l'abandon » en 2010 et l'an passé « Le savoir en danger, menace sur la liberté académique ». Merci beaucoup donc à Stéphanie Ruffy pour cette invitation. Merci aussi à Charles Girard qui a parfaitement coordonné cette préparation. Et puis je suis ravi de revoir Yves Gingras et Adrienne Stone, avec qui je suis en contact maintenant à cause de cette question de la liberté académique. Je vais faire peut-être une incidente à partir de ce qui a été dit tout à l'heure. J'y avais pas pensé, mais en écoutant Adrienne Stone, j'ai remarqué qu'il utilisait beaucoup le mot de professeur. Et vous remarquerez que le mot de professeur ne figure pas dans le titre du colloque. Le mot d'universitaire ne figure pas dans le colloque. On parle des chercheurs, on parle des scientifiques. Mais nous sommes en France, les universitaires ne comptent pas. Et c'est intéressant parce que justement, la liberté académique, c'est pour les académiques. Et jusqu'à preuve du contraire, les académiques sont les professeurs et les universitaires. Et c'est intéressant justement parce que ça prouve qu'en France, personne ne s'intéresse à la liberté académique ou personne ne s'intéressait à la liberté académique. Et je pense que ce manque d'intérêt pour la liberté académique vient du statut profondément dégradé de l'université en France. L'université ne compte pas, les intellectuels ne sont pas des universitaires. Et cette situation inférieure de l'université explique, à mon avis, la totale méconnaissance qu'on a de la liberté académique. Il est inenvisageable en France de parler, comme Mme Stone, des universités comme lieu d'une société civile. En France, non, l'université a d'autres rôles que le rôle de démocratie. Alors, je tenais à faire cette précision parce que justement, je pense qu'il faudrait par exemple traduire le livre d'Adrienne Stone. Il y a plusieurs très bons livres sur la liberté académique. Aucun n'a été traduit en français. Et je pense, c'est un appel, que la communauté scientifique devrait s'intéresser à ces livres écrits en langue anglaise et qui sont tout à fait remarquables et qui enrichiraient le débat français. Alors, l'essentiel, en fait, a déjà été dit sur cette question de la distinction entre liberté académique et liberté d'expression. Je vais reprendre peut-être un peu autrement en disant d'abord une chose fondamentale qui est le lien qui existe entre la liberté académique et la finalité de l'université. On ne peut pas comprendre la liberté académique sans comprendre qu'elle est un moyen pour réaliser une fin. C'est-à-dire la fin, c'est la finalité de l'université qui est la recherche de la vérité. Et pour que cette recherche de la vérité puisse avoir lieu, eh bien, dans une institution, université ou des organismes de recherche, il faut que les personnes qui travaillent dans ces institutions bénéficient d'une liberté totale de recherche, parce que sinon, la finalité même de l'université est remise en cause. Donc il y a un lien indissociable entre la fin et le moyen, et j'écris souvent, enfin j'ai déjà écrit, que la liberté académique, c'est une autre définition, mais c'est la condition d'exercice du métier d'universitaire ou de chercheur. Alors, ceux qui l'ignorent sont les politiques. En France, ils ne connaissent rien à l'université et à la recherche, mais à l'étranger, certains savent qu'il y a ce lien. Donc, c'est la base. Ensuite, concernant la définition,
quand j'ai commencé à travailler là-dessus, évidemment, la formule rituelle, c'est il y a autant de définitions de la liberté académique qu'il y a d'auteurs. Alors, c'est très sceptique. Il me semble quand même qu'on peut déjà essayer de l'isoler, et dans ses slides, Adrienne Stone l'a montré, sur le contenu. La liberté académique, elle est double. Elle est une protection et elle est un ensemble de droits. Elle est une protection, c'est une indépendance, parce qu'elle protège les universitaires et les chercheurs contre des immixtions de pouvoirs extérieurs qui sont d'abord le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux. En France, très important, le pouvoir administratif, la terrible administration française. Et enfin, aujourd'hui, un autre pouvoir, une autre censure, c'est le pouvoir social, c'est-à-dire les étudiants qui se considèrent comme représentants de la société civile et qui veulent imposer leur diktat aux professeurs. C'est une autre forme de pression, ça date des années 60, et maintenant, on a ça aussi en France de façon très nette. Ça, c'est la protection. Ensuite, ça, c'est négatif. Donc, pour qu'il y ait une liberté académique, il faut qu'on puisse être à l'abri de. Ensuite, positivement, la liberté académique, elle se compose, grosso modo, de 3 libertés. La première liberté, c'est la liberté de la recherche. C'est fondamental dans l'université moderne, tout simplement parce que dans l'université moderne, elle est fondée sur l'idée de liberté de pensée, qu'on a le droit de déconstruire, de critiquer des dogmes pour rechercher cette vérité. Et dans la liberté de recherche va évidemment de pair, Madame Stone l'a montré aussi, la liberté de publication, par exemple. Et puis, vous avez une deuxième liberté, qui ne concerne pas les chercheurs, mais qui, moi, en tout cas, me concerne parce que je suis universitaire, c'est la liberté d'enseigner. C'est-à-dire qu'un universitaire, il a, à la différence d'un professeur de lycée, une très grande liberté lorsqu'il enseigne. Il n'est pas tenu par des programmes, il n'est pas tenu par des méthodes. Il a de la chance, pour l'instant, le pire est à venir, mais il a cette liberté fondamentale d'enseigner, en réalité, ce qu'il veut, selon, évidemment, des canons scientifiques. Et troisième liberté, c'est le problème aujourd'hui, la liberté d'expression. Dans ses cours, dans ses publications, l'universitaire et le chercheur ont une plus grande liberté d'expression que le commun des fonctionnaires. Puisque nous sommes en France des fonctionnaires, les fonctionnaires ont une obligation de réserve, eh bien, les universitaires ont, dans ce statut assez large de la fonction publique, un privilège, un grand avantage, c'est qu'ils sont par exemple libres de critiquer, notamment le pouvoir, lorsqu'ils travaillent sur un domaine. Ils ont cette liberté d'expression que les autres fonctionnaires n'ont pas. Ça, c'est donc le triptyque des libertés. Deuxième point, troisième point, exactement. Bon, je vous passe les controverses pour savoir est-ce que la liberté académique, elle est individuelle, elle est attribuée aux professeurs, ou elle est attribuée au corps des professeurs. Donc c'est une querelle de doctrine sur la conception plutôt individualiste ou plutôt collective de la liberté académique. Il me semble le point central qui a été repéré par Robert Post, qui est à mon avis le meilleur auteur sur la question, professeur de l'ancien doyen de Yale, c'est que la liberté académique, c'est une liberté professionnelle. C'est ça qui est très important. Les universitaires et les chercheurs jouissent de cette liberté parce qu'ils exercent une profession qui suppose cette liberté. Ce qui veut dire aussi qu'elle impose des contraintes. C'est une liberté professionnelle parce que, dit Robert Post, on doit ici agir selon les méthodes scientifiques, selon les canons scientifiques de la discipline. Donc, elle repose nécessairement, cette liberté académique, sur une maîtrise d'une science. Elle n'est pas donnée à tout le monde, cette liberté. On la donne à des personnes, les universitaires ou les chercheurs, parce que ces universitaires ont obtenu les titres requis pour pouvoir en bénéficier. D'où la grande différence que Charles Girard a tout à l'heure évoquée avec la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est un droit de l'homme. Toute personne l'a, entre guillemets, dès sa naissance, parce que c'est un droit de l'homme, attribué à tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas de la liberté académique. La liberté académique, au sens classique du terme, elle est, entre guillemets, réservée aux universitaires et aux étudiants. Chez Humboldt, il y a aussi les étudiants qui entrent en cause. Alors évidemment, elle a mauvaise presse, parce que dès que vous dites qu'une liberté est réservée à quelqu'un, ça sonne privilège. Mais c'est un privilège, j'y reviendrai, enfin, qui se mérite aussi, et c'est un privilège qui doit être exercé par les universitaires en respectant une chose fondamentale, Adrienne Stone en a parlé, c'est-à-dire l'éthique académique. On ne peut pas avoir la liberté académique, c'est une somme de droits, mais il y a des devoirs qui sont correspondants, c'est-à-dire on bénéficie de cette liberté académique à condition qu'on respecte l'éthique académique. Je renvoie à la recension qu'a fait Laurent Jaffraud dans mon livre dans la revue Critique, où il montre très bien, j'ai plus insisté sur la liberté académique, mais l'autre phase de la liberté académique, c'est l'éthique académique. Et j'utilise souvent cette formule de Sidney Hook, ce philosophe américain, qui dit dans le livre, il a appelé ce livre, liberté académique et anarchie académique.
La liberté académique n'est pas l'anarchie académique. En France, beaucoup croient que c'est l'anarchie académique. Comme dans l'université en général, un monde très anarchique, très anomique, beaucoup d'universitaires croient qu'ils n'ont aucune obligation. Ben non, ils ont des obligations. Donc voilà le schéma pour, disons, essayer de comprendre cette distinction. Alors, je vais essayer, alors je n'ai pas tout à fait répondu aux 3 questions, évidemment, comme je suis un mauvais élève. Je vais, après avoir étudié les principes, rappeler les principes, parler quand même de quelques cas, pour illustrer, parce que vous pouvez dire, finalement, cette distinction que j'ai proposée dans le livre, j'ai proposé de distinguer la liberté d'expression intra-académique, c'est-à-dire dans le cadre de la liberté académique, et la liberté d'expression extra-académique, dont a parlé tout à l'heure Charles Girard, lorsque l'universitaire s'exprime en tant que citoyen. Alors on peut dire, bon, ça, effectivement, c'est une distinction, comme toujours, on va dire, il y a des zones grises, c'est difficile, mais quand même, je vais prendre quelques cas qui montrent, à mon avis, la pertinence de cette distinction. Le premier cas que je cite dans le livre, je vais aller très vite, c'est le cas de Bertrand Russell. Bertrand Russell, qui est ce que Adrian Stoll appelait un public intellectual, a par 2 fois émis des opinions hétérodoxes à son époque. Il est pacifiste en 1918, un Anglais pacifiste en 1918, ça lui coûte cher, il est licencié de l'université de Cambridge. Et deuxième cas, il est athéiste, il est athée, athéiste en anglais, il écrit un livre « Pourquoi je ne suis pas chrétien » et il candidate dans l'université de New York. Vous pensez bien qu'il est bien reçu à New York et il n'est pas recruté. Et Bertrand Russell, dans ses écrits autobiographiques, s'explique et il dit très bien, évidemment, ici je n'avais pas à revendiquer ma liberté académique. Academic freedom n'était pas en jeu. C'est moi en tant que citoyen qui m'engage. Je m'engage, je suis une sorte d'activiste même, et je n'ai pas à, évidemment, à invoquer la liberté académique. On pourrait dire aujourd'hui l'équivalent de Bertrand Russell, c'est Noam Chomsky, le linguiste qui est, comme vous le savez, un virulent pourfendeur de l'impérialisme américain et un virulent pourfendeur d'Israël. Bon, ça c'est un premier cas. Deuxième cas, qui, à mon avis, permet d'expliquer cette distinction, c'est le cas de l'affaire de Grenoble, l'Institut d'études politiques Grenoble, de l'histoire de l'islamo-gauchisme. Dans cette affaire-là, de quoi s'agit-il? Si on reste sur les faits, il se trouve qu'il y a deux membres de ce corps, de l'Institut, qui sont en désaccord avec le fait, dans une commission, de mettre sur le même plan l'islamophobie et l'antisémitisme. Bon, ces 2 enseignants ne sont pas d'accord, et ils expriment leur désaccord, ça s'envenime, ça devient une querelle sur l'islamo-gauchisme, et l'un d'entre eux a été sanctionné par la directrice de l'IEP de Grenoble. Et 40 intellectuels sont venus au secours de cet enseignant d'allemand, professeur au sens de Prague. Enfin, Prague, c'est pas un professeur d'université, peu importe. Ce qui compte, c'est que les collègues qui sont venus à son secours ont dit « on a violé sa liberté académique ». Pas du tout. C'est pas une question de liberté académique. Ce monsieur a des opinions très arrêtées sur l'islamophobie et sur ces choses-là, sur la laïcité. Bon. Il les exprime à l'occasion d'une réunion à l'université, mais ça n'a rien à voir avec la liberté académique. Il ne s'exprime pas en tant que savant. Il est professeur d'allemand. Bon, mais il est comme n'importe quel professeur d'allemand ou d'anglais ou même de droit. Il a ses opinions sur la laïcité. Il la défend. C'est son droit. Mais il ne peut pas invoquer, ou on ne doit pas invoquer à cet égard, la question de la liberté académique. Il y a absolument 2 choses très différentes. Troisième point, peut-être plus délicat, mais enfin il me semble important, c'est l'affaire de Laurent Moukeli, ce sociologue du CNRS, qui est un spécialiste de la délinquance. Et il se prend de passion pour la question des vaccins, et sur son blog, il a des propos qu'on appelle anti-vax, qui suscitent un certain remous, même beaucoup de remous, puisqu'il était hébergé sur le blog de Mediapart, et il est expulsé de ce blog de Mediapart en raison de ses propos qui sont considérés comme insupportables. Dans cette affaire-là, on a un sociologue qui devient, en l'espace de quelques mois, ou qui croit devenir un spécialiste de l'épidémiologie, enfin, ou des questions vaccinales. Bon. Il exprime une opinion hétérodoxe. Comment est-ce qu'on doit interpréter son engagement? Son engagement, il ne peut pas du tout invoquer la liberté académique. Il peut invoquer sa liberté d'expression en tant que citoyen. Il a des idées personnelles sur la question de la vaccination. Mais il ne peut pas invoquer, à mon avis, la liberté académique. C'est un peu ce qu'il a essayé de faire, je vais essayer de retrouver parce que j'avais quand même préparé mon intervention. Il a eu cette formule à propos de la controverse, puisqu'il y a des sociologues qui l'ont attaqué dans le monde. Il a dit qu'il pouvait ici, le chercheur, il a dit, la formule je vais la retrouver, il a parlé à propos de la science, c'est-à-dire qu'il s'est mis sur un terrain scientifique. À mon avis, il a tort de se mettre sur un terrain scientifique. Il ne peut pas se mettre sur un terrain scientifique, puisqu'il n'est pas scientifique. Il ne connaît pas ce domaine. Enfin, il le connaît
comme quelqu'un qui est en autodidacte et un peu étudié, mais il ne peut pas invoquer la liberté académique. Inversement, et là c'est plus intéressant, c'est le cas de Didier Raoult et de Perron, les deux, ou puis Didier Raoult, la star qu'on connaît aujourd'hui. Didier Raoult, est-ce qu'il peut invoquer la liberté académique? À la limite, il pourrait, parce qu'il a adopté des positions hétérodoxes. Et la question vraiment qui serait intéressante pour nous, et je ne suis pas compétent pour en trancher, mais j'imagine qu'il y a des scientifiques parmi vous qui ont une idée, c'est que pour invoquer une liberté académique, comme je l'ai dit, il faut respecter l'éthique académique. Est-ce qu'il a respecté, en tout cas moi ce que j'ai lu, oui j'ai quand même suivi un peu l'affaire, tout le monde a dit, la plupart des médecins ont dit, ou des spécialistes ont dit qu'ils n'avaient pas respecté les protocoles nécessaires qu'on doit respecter quand on fait des expériences. Donc ils l'ont attaqué sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'ils l'ont attaqué sur le non-respect des règles déontologiques quand on est un spécialiste de médecine, un grand professeur de médecine. Donc il pourrait invoquer la liberté académique si et seulement si il a respecté l'éthique académique. Bon, je ne le tranche pas parce que je ne suis pas compétent, mais bon, vous avez à peu près deviné quelle était ma réponse. Et dernier cas peut-être, est-ce que j'ai encore une minute, Monsieur le Président? Je vais parler de moi, un cas que je connais bien, justement pour montrer en tant que juriste, puisque tout à l'heure Adrienne Stone a parlé justement de sa discipline qui est le droit constitutionnel, et évidemment, quand on écrit un livre comme ça, on s'intéresse, on réfléchit un peu aussi sur ce qu'on fait. Et il se trouve que pendant la campagne présidentielle, avec des collègues, on a écrit un article de droit dans Le Monde critiquant une déclaration de Madame Le Pen sur l'usage du référendum, c'est un peu technique, mais l'usage du référendum et la procédure de l'article 11 pour instaurer, si elle était élue, si elle avait été élue, le programme de priorité nationale, comme vous savez, qui est son programme phare. Et on a contesté dans le Monde son opinion. C'est-à-dire qu'on a démontré que, bien qu'avocate, elle avait une connaissance assez parcellaire et partielle du droit, même une connaissance assez nulle du droit, puisqu'elle ne connaissait pas l'évolution récente du droit depuis 62, depuis De Gaulle. Voilà. Donc, dans un cas très précis, effectivement, ici, on agit en tant que public intellectual. Mais on agit, on publie, et on signe en tant que juriste, et professeur, parce que moi, je n'ai pas honte d'être professeur, mais évidemment, on le fait à partir de notre savoir. C'est-à-dire que la critique qu'on fait, c'est sur un examen précis du droit positif. Donc c'est notre disons... Alors expertise, le mot a été tout à l'heure critiqué par Charles Girard, ou en tout cas mis en doute, mais moi j'aime pas le mot effectivement expertise, que c'est au nom de notre savoir juridique. Voilà. C'est au nom de notre savoir juridique qu'on prend position. Et je pense que là, dans ce cas précis, on a usé notre liberté académique dans le champ de l'espace public, et on n'a pas usé de notre liberté d'expression. Parce que justement, on était dans le cadre de cet exercice. Alors, vous pouvez dire, effectivement, j'ai pris des cas qui m'arrangent, que les distinctions sont tranchées, il y a des cas moins difficiles, mais je pense que la distinction reste valide. Pour conclure, parmi les questions, il y avait la question de la régulation. Alors moi, j'ai une idée très simple, c'est qu'en France, il ne faut rien réguler. Pourquoi? Parce qu'il y a l'administration derrière, voilà, et qui va nous faire très mal. Donc, il ne faut surtout pas réguler. Je rappelle quand même, dans le livre j'en parle, la première fois où le mot de liberté académique est arrivé dans un projet de loi, c'était à la question de la loi LPR, ça a été une catastrophe, puisque la proposition c'était de dire la liberté académique s'exerce dans le cadre des valeurs de la République. Ce qui était hyper dangereux pour la liberté académique. Donc la seule fois où en France, le législateur a eu la bonne idée, plutôt la mauvaise idée de parler de la liberté académique, c'était pour la limiter, et justement pour en fixer des limites extrêmement, pour imposer des limites extrêmement dangereuses pour la liberté académique. Donc moi, mon seul conseil, c'est surtout en France, ne régulez surtout pas la liberté académique, parce que ça sera un boomerang. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Olivier Beau. Et je passe donc la parole à notre dernier intervenant du panel, Yves Gingras, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, historien et sociologue des sciences. Il a notamment publié Sociologie des sciences en 2017 et Histoire des sciences en 2018. Et il a récemment participé également à la Commission sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire au Québec, commission dont les travaux ont conduit la semaine dernière, je crois, à l'adoption d'une nouvelle loi sur la liberté académique. Merci infiniment de votre invitation. Oui, très bien. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ce que Olivier vient d'expliquer, ce que Adrienne a dit avant aussi. Ça montre une chose, c'est que, comme le disait Olivier, on entend souvent dire « oui, il y a autant de définitions qu'il y a de chercheurs ». C'est faux. Quand on lit la littérature, quand on regarde
essentiellement, il y a un consensus à peu près mondial sur le noyau de ce qu'est la liberté académique. Donc, ça ne sert à rien de s'imaginer des faux débats. On l'a vu, quel que soit le pays, le noyau est bien défini. Donc, il faut le rappeler. Donc, aussi, je vais mentionner que dans le cas du Québec, il faut bien comprendre une chose, c'est que contrairement à la France, les professeurs ne sont pas des fonctionnaires. Donc, ça, c'est crucial. Ça fait une différence importante. C'est que nous, on est membre d'une université. Les universités sont autonomes. Moi, j'ai un contrat avec l'UQAM, pas avec l'Université de Montréal. Et si je traverse d'une université à l'autre, ben, je dois faire un nouveau contrat, transférer mon fonds de pension. On n'est pas des fonctionnaires. C'est crucial de comprendre que le genre de loi sera complètement différent. Ici, il y a des spécificités pour les professeurs, étant donné qu'ils sont des fonctionnaires, on leur permet plus de liberté que le fonctionnaire typique, mais ils demeurent des fonctionnaires. Donc, c'est plus compliqué ici de gérer, je le comprends très bien. Et donc, je vous parle du cas du Québec. Comme dans la plupart des pays, il y a eu énormément de controverses et de débats sur une chose qui est remontée, hein, c'est récurrent. Il y a eu des débats sur la liberté universitaire dans les années 10, aux États-Unis dans les années 40, il y en a eu au début des années 70, et donc on a, pour des raisons différentes, on a un retour de ces débats dans les années 2000. Et je donne simplement 2 exemples. Au Québec est paru 2 livres, un en 2019 qui s'appelait « Liberté surveillée ». Quelques essais sur la parole à l'intérieur et à l'extérieur du cadre académique. Donc, ça montrait qu'il y avait un enjeu. 2022, liberté malmenée. Et là, on n'est pas juste surveillé, on est malmené par les directions universitaires qui, par ailleurs, bien sûr, se vantent de défendre la liberté universitaire, bien sûr, mais c'est des mots, c'est pas des actions. Ce qui explique que le gouvernement, pour des raisons dans lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais de ce contexte de controverse, a amené le gouvernement du Québec, parce qu'il faut rappeler aussi que les universités relèvent du domaine provincial. Il n'y a pas d'université canadienne, ça n'existe pas. Les universités sont en Ontario, en Alberta ou au Québec, et les lois du Québec ne sont pas les lois de l'Ontario en enseignement supérieur. Et donc, le gouvernement du Québec a décidé au mois de mars 2021 de créer une commission scientifique et technique sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. Dans sa sagesse ou son ignorance, il a nommé, nous, comme membres, et moi aussi, donc on était 5 avec le président Alexandre Cloutier. Et donc, on a fait notre rapport qui a été déposé le 14 décembre et nos activités entre mars et décembre ont été de demander de dépôt de mémoire. Donc, 46 mémoires ont été déposées par des professeurs, par des syndicats, par des sociétés, par des syndicats d'étudiants, etc. On a analysé ça. Ensuite, on a fait des audiences publiques qui sont accessibles d'ailleurs sur YouTube et on a invité 23 des groupes qui avaient déposé des mémoires pour entendre plus de détails. Il y avait aussi des recteurs, des professeurs, des étudiants, encore une fois. Et on a fait aussi un sondage auprès des professeurs, un sondage représentatif, ce que les recteurs ont mis en cause parce qu'ils ne connaissent rien au STAP, mais ils sont représentatifs, des professeurs et des étudiants. À la lumière de ça, on a fait donc un rapport qui demandait au gouvernement, d'ailleurs, de faire une loi dans laquelle il définissait la mission de l'université, ce que nous, on propose, de consacrer l'autonomie de l'université, de définir la liberté universitaire, de définir les bénéficiaires de la liberté universitaire et de préciser les obligations. Le E, pour des raisons diverses, n'a pas été repris par le gouvernement, donc il a pris 4 de nos recommandations et, à la surprise de certains, a finalement, contrairement à plusieurs rapports qui sont tablettés, a agi sur notre rapport dès le mois d'avril et donc a déposé un projet de loi qui a été soumis à des commissions parlementaires, débattu avec l'opposition. La commission a réentendu des acteurs, dont nous, comme membres de la commission, pour dire qu'il fallait apporter certains amendements au projet de loi qui ne correspondaient pas exactement à ce qu'on avait écrit dans notre rapport. Donc, finalement, la loi a été amendée pour se rapprocher du contenu du rapport et le 3 juin a été votée à l'Assemblée nationale du Québec. Et là, je mets mon chapeau d'observateur. Ce qui est très intéressant, c'est que normalement, les oppositions, hein, leur nom le dit, sont là pour s'opposer. Mais là, ils ne se sont pas opposés.
et même les partis libéraux, le Parti québécois qui sont dans l'opposition, ont voté pour la loi. Donc, aucun député n'a voté contre la loi. Mais il y avait 8 députés qu'on peut considérer, ou ils se considèrent comme étant de gauche, qui se sont abstenus. Mais ils n'ont pas voté contre. Et ça, c'est donc très important, parce que l'opposition, d'habitude, s'oppose. Ce qui veut dire quoi? Il y a un consensus général au Québec sur la nécessité de définir la mission de l'université. Et donc, comment on a fait ça? On s'est dit, c'est ce qu'on vient de dire un peu, on parle beaucoup de liberté académique, nous on parle de liberté universitaire parce qu'on s'est limité à l'université, mais ça vient d'où? Bien, ça vient de la mission. Et donc, c'est la première fois que dans une loi gouvernementale, alors que les universités prennent pour acquis qu'on connaît la mission de l'université. Oui, on peut dire qu'on connaît la mission, mais c'est à quel endroit c'est écrit dans une loi la mission de l'université? Quel est son fondement juridique? Il n'y en a pas. Maintenant, il y en a un. Et donc, on a dit, une fois la mission définie, qui est définie précisément comme la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création et d'enseignement et par des services à la collectivité. Parce que dans nos universités, la création, c'est la faculté des arts qui sont dans les universités. Et lorsqu'un professeur fait une peinture ou une pièce de théâtre, c'est de la création, c'est pas de la publication, c'est pas de la recherche. C'est la création. Donc, la création fait partie de la liberté universitaire et les services à la collectivité aussi, parce qu'on est amené à rendre des services, qu'il y a des syndicats, qu'il y a des organisations. C'est inclus dans la mission de l'université. La mission étant définie, on s'est dit, mais comment cette mission-là va être réalisée? Et le rapport dit qu'il y a 2 conditions. La première, c'est la liberté universitaire du professeur, et la deuxième, c'est l'autonomie des institutions. C'est 2 notions différentes, et une ne se déduit pas de l'autre. Il est faux, comme certains ont dit, que la liberté universitaire dépend de l'autonomie universitaire. C'est juste faux à la fois logiquement et historiquement, je pourrais le démontrer. Et donc, on s'est dit, il faut séparer les 2. Et donc, qu'est-ce que la liberté universitaire? Bien, c'est en gros ce qu'on a dans le campus, l'enseignement, la recherche, la publication, les politiques universitaires, la critique des institutions universitaires. Parce que comme on n'est pas des employés de l'université, les professeurs. On est l'université. On constitue l'université avec les étudiants. Donc, le président n'est pas mon employeur, c'est un primus inter pares pendant quelques années au plus. Alors que nous, on reste là pour, on espère, 30 ans minimum. Et donc, d'un autre côté, qu'il faut séparer logiquement comme déduction, la liberté d'expression est une autre chose qui n'a rien à voir avec la liberté universitaire, qui n'existe que là où il y a des universités. Et donc, la liberté d'expression, au fond, elle est déduite, elle, de la Charte des droits et libertés dans les sociétés démocratiques. Et donc, dans l'espace public, on peut dire n'importe quoi, on peut dire que la Terre est plate, hein? On a le droit de dire ça, on peut dire que les vaccins, ça ne sert à rien, mais on ne peut pas être médecin et dire ça. Si on dit ça, on perd son droit de pratique et on devient un citoyen qui dit que les vaccins sont dangereux. Bien sûr, comme on vient de le dire, il y a des espaces hybrides où, là, on tombe dans la casuistique. Dans un cas donné, est-ce que oui, ça relève de la liberté d'expression ou de la liberté académique? Bien, on verra les cas en particulier, mais en général, c'est relativement clair aux extrêmes et ça sera le but d'une organisation ou d'une université dans laquelle on a mis en cause la liberté d'opinion d'un individu, de juger si ça relève. Donc, c'est des cas dans la zone grise, comme on vient de dire, qui doivent être analysés. Et bien sûr, tout ça est aussi limité par les codes des professions, parce qu'à l'université, il y a des facultés de droit, donc il y a aussi le code de la profession des juristes, il y a le code des médecins, qui ne relève pas de l'université, qui relève de l'ordre des médecins. Donc, il y a des cas supplémentaires en psychiatrie, en droit, etc. Et donc, ça nous amène aux contraintes. Effectivement, le prof n'a pas la liberté académique ou d'expression complète en classe. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est limité par le programme, le contenu du cours. Hein? Dans un cours de mécanique quantique, on parle de mécanique quantique. On ne parle pas de terre plate. Si on parle de terre plate, on perd son emploi. Point. Donc, on ne peut pas invoquer la liberté universitaire pour délirer. Et donc, aussi, comme je l'ai dit, par les ordres, mais pas par les sociétés savantes. Ça, c'est intéressant, parce qu'aux États-Unis, par exemple, l'Association des anthropologues pense souvent vouloir condamner un prof alors qu'on s'en fout de
l'Association des anthropologues. Ce n'est pas une profession au sens juridique du terme. Et dans ces contraintes-là, comme je l'ai dit, il y a la question des avocats, et on a des cas dans tous ces cas-là, des cas concrets. Hein, il y a des avocats qui ont été... il y a eu des plaintes, etc. Il y a des psychiatres qui ont eu des problèmes dans les universités parce que leur discours était incompatible avec le code de la psychiatrie. C'est des cas relativement simples, mais qu'il faut rappeler avec la notion de profession. Et donc, et aussi, la liberté d'expression peut être mise en cause dans le cas de poursuite. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas à l'université de défendre un prof qui délire sur la place publique. Dans les contraintes, il faut rappeler une chose qu'on n'a pas rappelé souvent et qu'on a eu des cas chez nous, c'est qu'il faut distinguer le simple professeur pour qui la liberté universitaire est maximale des postes de direction. Lorsqu'un professeur est devenu doyen ou provost ou directeur d'un centre, il incarne l'institution. Il a moins de liberté que le professeur lambda comme moi, parce que lorsqu'il parle, il n'est pas le professeur uniquement, mais il est le doyen ou le vice-président de l'université. Et c'est arrivé, par exemple, chez nous, d'un directeur d'un centre qui a écrit un texte assez bizarroïde dans les journaux. Les médias, les élus ont été scandalisés. Bien, le prof a démissionné. Il est redevenu simple prof. L'université a dit, tu ne peux pas diriger un centre de recherche sur le Canada quand tu considères que les Québécois sont une bande de tarés. Tu as le droit de croire que c'est une bande de tarés, mais tu ne peux pas être dirigeant d'un centre de recherche sur le Canada. Ça me semble que ça ne va pas ensemble. Il y en a qui ont dit que ça brimait sa liberté universitaire. C'est faux. Il est redevenu prof et il peut continuer à délirer ou croire qu'on est une bande de tarés. Donc, par contre, et ça en vient, je conclue sur la question des sanctions, parce que c'est ce qu'on va discuter, la mission universitaire de contribuer à l'avancement et à la diffusion des connaissances exige l'autonomie totale, c'est mon point de vue nord-américain, totale, vis-à-vis de tous les groupes. On insiste sur les gouvernements, sur les élus, sur l'industrie, mais au cours des 5 dernières années, les exemples qu'on a, c'est pas l'industrie, c'est pas le gouvernement, c'est les groupes de pression. Souvent étudiants de gauche qui croient à des égalités, ils ont le droit de croire, ils ne peuvent pas limiter la liberté universitaire. On doit donc leur rappeler que quand ils vont à l'université, ils ne vont pas au lycée. Hein? Ils vont dans un lieu où c'est le débat maximum qui va remettre en cause un certain nombre de leurs croyances, de leurs convictions, et qu'ils doivent donc réagir par des arguments rationnels, et non pas des sentiments de « je me sens mal, je ne me sens pas en sécurité », qui sont les mots utilisés constamment. On doit dans un espace sécuritaire, safe space. La loi dit « il n'existe pas de safe space à l'université ». Elle le dit explicitement. Et donc, la liberté, on vient de le dire aussi, on montre qu'il y a un consensus assez général, il faut juste l'appliquer. La liberté académique s'accompagne donc des responsabilités, dont celle de tenir un discours argumenté et rationnel. Et donc, dans une société ouverte, quiconque peut, s'il est en désaccord avec les résultats, les critiquer par des contre-arguments rationnels. Et donc, le prix à payer pour les dérapages, dans les exemples que Olivier vient de donner, mon point de vue, c'est que le prix qu'il paye pour ces dérapages n'est pas une sanction des autorités, car les universitaires ne sont pas des employés, mais sont constitutifs, comme je l'ai dit, avec les étudiants de cette institution, mais bien la perte de crédibilité auprès des collègues et ensuite, in fine, auprès de la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde savant, la perte de crédibilité constitue une mort sociale. Merci de votre attention.